Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode numéro 105, 16e Grand Prix de cette saison 2021. Et pour parler de ce Grand Prix, avec moi, Paul, comment ça va ? Non, bah nickel, et toi ? Bah évidemment, épisode un petit peu exceptionnel, puisque c'est la première fois qu'on a un Français champion du monde de MotoGP en vitesse dans la catégorie Rennes, puisqu'il y en a eu quand même d'autres qui se sont illustrés dans des catégories intermédiaires. Mais c'est la première fois qu'on a un champion du monde en catégorie Rennes, en la personne de Fabio Quartararo. Donc on va revenir sur ce week-end de course à Misano. Traditionnellement, c'est le moment d'annoncer le gagnant du concours. Donc c'est Loïc. Et Loïc, il avait vu Bagnaia en pôle, dis donc, le traître. Bon, après, il avait peut-être pioché sur Misano 1 et les dernières perfs de Bagnaia, là, pour le coup. Ouais, et on le pardonne. Bon, je lui ai envoyé quand même. Il m'a envoyé son adresse. Voilà. Ouais, il mériterait de pas les avoir quand même. Oh, si. Ah, d'ailleurs, on fait bien de parler rapidement des goodies, puisque comme tous les ans avec la bécannerie, on va faire gagner donc 3 lots un petit peu plus importants, donc t-shirt, casquette, etc. Et on va changer un petit peu la formule, puisque là, les 3 premiers au championnat donc sont quand même assez bien installés. Donc, la question, ce sera le nombre de points que va marquer Quartararo à la fin de la saison. Voilà, donc il faudra essayer de trouver ça, et celui qui s'en rapprochera le plus, il rapportera le premier prix, puis deuxième prix, puis troisième prix. Et en cas d'égalité, tirage au sort. Voilà. Donc, on fera un petit tweet, Facebook, etc. pour tout ça. Et ça va se faire dans les 15 jours qui viennent. Donc, pour pouvoir jouer avec la bécannerie. On va passer aux news. Donc, je vais commencer par le MotoE, puisque bizarrement, on en parle assez peu dans cette catégorie news. Mais là, il y a eu une bonne info, c'est-à-dire qu'Energica a annoncé qu'ils allaient stopper la fourniture des motos. Donc pour le championnat électrique. Et c'est une autre firme italienne qui va équiper donc le paddock en la personne de Ducati, dis donc. Donc je ne sais pas s'ils vont mettre aussi des ailerons partout, mais a priori ils vont se décider à faire des motos électriques. Donc on va voir à partir de 2023. Donc, effectivement, on va voir. C'est bien, c'est que c'est une usine qui a pas de moto électrique dans sa gamme. Donc ça va être bien. S'il faut développer tout en 2 ans, ça va être sympathique. Bon, écoute, pourquoi pas. Ouais, après, moi j'aurais bien voulu voir justement l'entrée d'un nouveau constructeur, donc pourquoi pas Ducati, mais toujours en parallèle avec Energica. Donc même si Energica avait un peu d'avance dans le sens où ils avaient déjà équipé plusieurs années de paddock, donc avec peut-être un petit peu d'avance. Mais voilà, le choix c'est d'avoir un équipementier unique pour les motos, donc ce sera Ducati. On verra bien. Autre news en Moto 3, donc c'est Max Racing qui a annoncé son line-up 2022 avec McPhee et Sasaki. Donc McPhee, pour ce coup-là, ça va vraiment être sa dernière année. Donc c'était un petit peu avancé l'an dernier, mais là ça va vraiment être la dernière. Je te laisse parler un petit peu des MotoGP. Donc pour le MotoGP, on a la confirmation donc de Darin Binder l'an prochain avec Andrea Dovizioso sur la YAM Satellite. Donc et moi je vais manger leur sponsor, donc ça va être chez pour moi SRT Petronas. Confirmé tous les deux. Binder qui fait le grand saut, Moto 3, MotoGP, à l'instar de ce qu'a fait Miller il y a quelques années. Bon, moi je me prononce pas. On lui souhaitera la même réussite. Et pour continuer dans le MotoGP, on n'a toujours pas de nouvelles pour le team VR46 en MotoGP. Ça va se faire, ça va pas se faire, sponsor, pas sponsor, T'es inquiet, Ducati, toi ? pas Ducati. Écoute, niveau communication,
Honnêtement, oui, beaucoup, parce que normalement, vers 46, c'est comme une grosse boîte et ils ont l'habitude de communiquer assez largement. Et là, le fait de rien avoir, oui, honnêtement, ça m'inquiète. Je me demande si on va voir ce team-là l'année prochaine. Ça fait quand même beaucoup de rebondissements à peu de temps au final, hein, pour boucler un budget et signer une équipe. Oui, je suis inquiet. Ouais. Je partage un peu, hein, c'est pour ça que moi j'avais mis la news aussi, puisque c'est, comme tu dis, hein, ça communique assez souvent, et là, quand tu parles du line-up des motos l'année prochaine, tu vois la tête de tous les pilotes, sauf ceux-là. Savoir qu'en plus il y a des petits bruits de couloir qui circulent sur ouais, ça va se faire, ça va pas se faire, c'est un bâton merdeux, c'est pas un bâton merdeux, donc je suis pas vraiment. C'est difficile de dire confiant ou pas, mais il faudrait vraiment que ça confirme, quoi. Parce que là, on va arriver à 2 GP de la fin. Donc théoriquement, dans 3 semaines, le mardi, les motos elles doivent être à Valence pour que les pilotes les essayent. Et 3 semaines, quand t'as toujours pas annoncé tes pilotes, moi je le sens pas bien, quoi. C'est ça, t'imagines, moi je le vois comme les discussions qu'on peut avoir hors antenne par rapport au choix, par rapport à la précédente news, tu vois, je sais qu'on partage un peu cet avis-là sur Darryn Binder, ce qui est pas forcément le cas pour Pierre par exemple, mais tu vois, le choix de Darryn Binder sur un guidon MotoGP, quand tu sais que il y a quelques années, les guidons étaient ultra prisés, on avait des tas de top pilotes qui se retrouvaient sur le carreau, là ils sont obligés d'aller piocher quelqu'un du Moto3 qui, je suis désolé pour moi, n'a pas fait ses preuves encore en Moto3, pour le balancer en catégorie reine. Là, tu as des places en catégorie, toujours catégorie reine, qui sont censées être, je sais pas, tout le monde est censé se les arracher, ces places-là. Et là, tu te rends compte que on a une équipe avec un chef de file qui est quand même emblématique pour la catégorie, qui finalement n'a pas confirmé. Alors, qu'est-ce qui coince? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça donne pas, je sais pas, ça donne pas un sentiment de sérieux. Ou pour faire le parallèle avec la catégorie N voiture, c'est des choses qui se passent pas en Formule 1, quoi. Il y a tout de suite, on met des gens, même si c'est des payants, tout de suite, il n'y a pas d'histoire de place vacante ou d'équipe vacante, quoi. On a des voitures, on a des gens, quoi. Je vais embrayer sur une première news côté d'hiver, où justement la FIM réagit donc aux divers, aux drames qui se sont déroulés un petit peu dans les différentes catégories, avec une proposition à 18 ans de limite d'âge minimum à partir de 2023. Donc j'ai un petit peu du mal à comprendre, dans le sens où, à mon avis, c'est pas spécialement un problème d'âge, c'est plus un problème de nombre de places sur la grille. Et c'est Baz qui avait fait une remarque très intéressante, dans le sens où mettre une limite d'âge mini dans les mondiaux, que ce soit en 300 ou en Moto 3, les pilotes rouleront dans d'autres catégories, donc ce sera peut-être du CEV, ce sera du Superbike national par exemple, mais ça fait que déplacer le problème. Les jeunes pilotes seront toujours en piste, quoi. Donc pour moi, l'âge n'est pas le facteur premier pour moi, c'est plus le nombre de motos en piste, et qui sera à revoir. Mais bon, ça c'est un éternel débat. Je te suis sur la logique, que le gars ait 16 ou 18 ans, ça change rien. Moi je pense plus à la façon de se comporter en piste, la compréhension des risques et la sanction au bout. Alors si dès que tu fais mais s'il faut mettre un barème par exemple, tu fais deux choses vraiment dangereuses en piste, on t'allume tout de suite, on te fait perdre des points, on te demande de ne pas partir, ça pénalise ton écurie, ça pénalise tes sponsors, ça te pénalise toi en tant que pilote, la 3e course, tu recommences pas. Et ça, que tu aies 16 ou 18 ans, ils sont tous capables de le comprendre, et on a de très bons pilotes qui ont éclos très jeunes, et on est content de les avoir très jeunes en piste. L'actuel champion du monde MotoGP en est une preuve. On se rappelle qu'on a décalé la date d'entrée pour lui. Donc voilà, je pense que l'âge, effectivement, c'est pas la variable d'ajustement sur laquelle jouer. Ouais. Je te laisse la dernière news, qui est très intéressante.
Effectivement, bon, celle-ci, elle me touche particulièrement. J'adore ce pilote. Loris Baz, donc, qui est confirmé après ses bonnes piges à Portimao et son année de Moto America, avec Eugène Laferty, confirmé chez BMW Bonovo, donc en World SBK pour l'année prochaine, avec un support usine de BMW. Voilà, donc on aura le plaisir de retrouver le Français sur une saison pleine en championnat du monde, avec le Nord-Irlandais. On va avoir quelque chose de sympa à voir aussi. Ouais, j'espère que la moto sera compétitive parce que BM, c'est pas toujours des foot de guerre leur truc, hein, donc. C'est ça. J'espère que la partie support j'espère que la partie support suivra. C'est surtout ça en fait. Après, bon. Même les officiels, hein, c'est pas flamboyant ce qu'ils font. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui coince. Van der Mark était performant sur la YAM, là, sur la BM, ça a été compliqué. Le choix d'évincer Sykes, bon, j'ai du mal à comprendre le principe, mais bon, moi je prêche pour ma paroisse, j'adore Loris Baz, donc le revoir en championnat du monde, ça va être génial, ça va éviter d'avoir à jongler avec YouTube pour le voir en course. On va passer à ce Grand Prix, donc Misano 2, hein, je vais pas me faire chier à chaque fois reprendre, pour moi ce sera Misano 2. On va commencer par les Moto 3. Tout à fait. Alors donc pour Misano 2, donc en Q1 en Moto 3, on a Antonelli, Riccardo Rossi, McPhee et Mazia qui accèdent à la Q2. Et à l'issue de cette Q2, c'est toujours ce même Antonelli qui va prendre la pole devant Salach, Rossi et Acosta, le leader du championnat, partira lui 5e. On passe à la course, le départ est donné et c'est Antonelli qui vire en tête, il est suivi par Guevara et Nepa. Acosta est 8e. La course est en vrai assez calme jusqu'à la mi-course, les dépassements sont propres, on n'a pas d'entrée à 3 ou 4 de front comme à l'accoutumée. On a un groupe de 9 pilotes mené par Antonelli qui se suit en tête et qui compte même à un moment jusqu'à 1,5 seconde d'avance. À partir du 12e des 23 tours de cette course, tout va leur changer. On a Antonelli qui perd le lead suite à une grosse chaleur en sortie de virage 8 au profit d'Acosta, tandis que Foggia rejoint la tête de course. On note la remontée de Foggia qui lui est parti 14e sur la grille, à un moment pointé 16e. Il a mis un peu de temps à prendre son rythme de course, mais une fois ça acquis, il a passé ses adversaires un à un et il vient dynamiter la tête de course. En l'espace de 2 tours, c'est un groupe de 4 pilotes, à savoir Foggia, Mazia, Guevara et Binder qui s'est détaché, suivi par Acosta qui est lui-même aux prises avec Nepa. Guevara chute à 6 tours de la fin, il repartira quand même 15e, tandis que Binder ne peut plus suivre le rythme des 2 leaders. Foggia mène la course d'une main de maître, suivi de près jusqu'au drapeau à damier, par un Mazia qui n'aura jamais été en position en fait de lui porter une attaque. Derrière eux, Binder, pourtant isolé en 3e position, perd du terrain et se fait même passer par Nepa dans le dernier tour. Mais c'est un Acosta très incisif qui va tirer les marrons du feu puisqu'il porte également son attaque et passe d'un coup les 2 pilotes pour le gain de la 3e place. Quelques virages plus loin, Binder parviendra quand même à prendre quant à lui les points de la 4e place. Au bilan, on a une victoire d'un Foggia impérial devant Mazia, Acosta, Binder et Nepa qui signe là son meilleur résultat de la saison. Au niveau français, Fellon finira lui 19e. Pour être complet, niveau chute, en plus de celle de Guevara, on note celle de Yuki Kuni, Andrea Mignot, Carlos Tatai, Tatsuki Suzuki, Riccardo Rossi et McPhee qui eux n'ont pas atteint la fin de la course. McPhee encore, putain. Oui, encore, on peut le dire, effectivement. Au classement du championnat, on a donc Acosta 234 points, devant Foggia 21 points, 213 points, pardon, 21 points d'écart, et Garcia, qui lui est forfait jusqu'en fin de saison, 168 points. Voilà pour la course Moto 3, globalement calme, hein, tout le début, jusqu'à la mi-course, et puis l'échappée belle des 2 leaders. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Je pense que tu as bien résumé avec une course en 2 temps, hein, c'est-à-dire une première partie assez attentiste et après Foggia a fait moi il m'a fait forte impression et Acosta réussit quand même à reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, parce que depuis quelques courses c'était pas flamboyant et là c'est quand même nettement mieux, mais ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. C'est une catégorie qui va être intéressante à suivre, hein, parce que ça va
Ça va être serré, je pense, puisque 21 points à 2 courses de la fin, surtout en Moto 3 où ça peut vite finir en paquet de 10. Ça peut vite creuser des écarts importants. Après, moi j'ai bien aimé cette course, quoi. J'ai trouvé que c'était intéressant pour Foggia. Ouais. C'est exactement ça. Foggia a un rythme. Je regardais au tout départ, parce que malheureusement je me suis fait spolier une partie de la course, mais je regardais où il en était. À un moment, je le voyais descendre dans les classements. Je dis c'est pas possible. Comment il fait pour remonter? Et en fait, du moment où je crois qu'il lui faut 2-3 tours pour prendre son rythme, et progressivement, c'est propre, ça passe. Et une fois qu'il est devant, en fait, il est insuivable. J'ai été agréablement surpris de Mazia qui me semblait aussi en demi-teinte. Enfin, m'a semblé d'ailleurs en demi-teinte depuis pendant toute la saison, où là il arrive à suivre sans problème. Et Acosta, comme ce que tu dis, il a tout allumé au début de saison. Ça a été un peu plus compliqué. Là, pour moi, il sauve un bon podium, parce que clairement, si il finit 3, il finit 5e, pour moi, c'est pas volé non plus, hein, parce que clairement, Binder, je comprends pas pourquoi il s'éteint sur la fin de course. Et n'est pas fait une bonne course, voilà. À noter qu'Acosta, c'était le seul qui avait un pneu arrière dur, si je dis pas de bêtises. En soi, le choix de pneu a rien changé. Donc voilà, comme tu as noté, hein, 21 points, 2 courses. Et pas fini la saison. Hein. Non. Et puis, après, Foggia est quand même sur une sacrée dynamique, et Acosta fait bien de redresser la barre, quoi, mais... falloir, ça va. De toute façon, il reste encore 50 points. 21 points, c'est pas rien. Hein. C'est quand même, vaut mieux les avoir d'avance que de retard. Mais ça va être intéressant à suivre. Parce qu'après, en paquet, une chute, ça va vite. Hein, donc, à voir. À voir. On passe au Moto 2 ? C'est parti. Alors, en Moto 2, on a Navarro, Arenas, Garzo et Ben Snyder qui passent en Q2. Et c'est Loves qui partira en pole devant Navarro, Augusto Fernandez et Canet, Vietti, Ramirez forment la deuxième ligne. En course, on a Augusto Fernandez qui va prendre très vite un long lap, en fait, puisque Canet, Loves partent bien. Donc la course est plaisante avec de l'enjeu entre les deux Ayo. Donc Fernandez mieux placé, 4e. Et surtout devant, il y a des dépassements entre Navarro, Canet et Loves, ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans la catégorie. Alors l'Anglais se détache après avoir pris la tête suite à une sortie de virage houleuse entre Navarro et Canet. Raúl Fernandez passant deuxième et Chantra va chuter. Donc bien aidé par Garner quand même. Hein, c'était agressif et il va prendre un long lap dans l'affaire. Au 10e tour, c'est l'Américain Bobir qui va chuter. Raúl Fernandez va prendre les commandes peu après la mi-course et va chuter à 10 tours de l'arrivée, donc laissant Loves et Canet aux avant-postes. L'Anglais laissant la tête à la suite d'une petite erreur. Donc ça va être un point dont on va parler après. Vietti et Augusto Fernandez à la baston pour la 3e place. Loves qui va reprendre la tête grâce à un très beau dépassement donc dans un pif-paf. Après les 18 virgules précédentes, il faut avoir confiance quand même pour tenter ça. Et on a Bezeki qui chute et va offrir donc la 7e place à Garner. On a Loves donc qui s'impose devant Augusto Fernandez et Canet. Une très belle course de Vietti qui fait 4e. Navarro 5 et Manzi 6, Garner 7. Donc au championnat, on a Garner en tête devant Raúl Fernandez. Donc Garner à 280 points, Raúl Fernandez 262 et Bezeki 3e avec 206 points. Qu'est-ce que tu en as dit de cette course ? Moi, je vais attaquer directement par le premier point. J'ai noté Garner, la chance du futur, entre guillemets, champion, et erreur de jeunesse pour Fernandez. Clairement, là, pour les deux Ayo, il y en a un qui, pour moi, fait la boulette de la saison et l'autre qui a la chance de la saison. Le gars arrive, donc pour parler de Garner, arrive à prendre un long lap sur un dépassement. Clairement, il était plus rapide que Chantra. Ouais. Il peut attendre un peu, je pense, de mon point de vue. Je pense qu'il peut attendre. Évidemment, je suis pas à sa place sur la moto. 2 virages de plus et passé. Là, il se prend son long lap. Heureusement qu'on est en moto 2 et pas en moto 3, parce que sinon tu repars comme a fait Guevara après sa chute, tu repars 15e et c'est fini l'histoire. Là, il passe de 7 à 6, il prend son long lap. Au final, il est toujours 7e en revenant en piste. Il a énormément de chance. Et Fernandez,
la boîte qu'il prend, alors je pensais voir ça avec toi justement, pour moi, il est peut-être un peu trop extérieur et il attrape les freins sur peut-être une partie sale, parce qu'il y avait l'air d'y avoir pas mal de poussière, mais la boîte qu'il prend, il peut plier sa saison sur cette chute. Ah bah ouais. Donc bon, voilà, beaucoup de chance pour l'Australien, beaucoup moins pour Fernandez qui avait des chances de repartir. Au final, il a des chances de repartir devant avec une belle avance pour le championnat. Et là, il part avec pas mal de retard pour la dernière course. Si Gardner est bon, cette course peut faire la différence. Ouais, clairement, ça peut être un tournant de la saison. Bon, 18 points, c'est pas beaucoup. Hein. Mais bon, il y a moins de pilotes qui réussissent à s'intercaler en Moto 2 qu'en Moto 3. Après, partie sale ou sur le vibreur, je sais pas. Mais le fait est que voilà, il est un petit peu, comme tu dis, extérieur piste et il prend les freins et ça décroche. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait tout pour faire une belle course et prendre des gros points. Ouais, et puis la chute fait peur. La chute fait vraiment clairement, peur. clairement. Quand tu vois tu comprends pas ce qui se passe. En plus, si je te dis pas de bêtises, on la voit. Je crois qu'il a le réalisateur a la cam sur Gardner ou quelque chose comme ça, et on voit la chute en tout petit quand tu regardes la partie gauche de l'écran, tu sais, en dessous les petites caméras, en dessous des places des pilotes. Ouais. Et quand ils reviennent dessus, oh là 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 là, la boîte, c'est vraiment vraiment impressionnant. Bon, comme tu dis, 18 points, mais bon, il en reste 50 à distribuer, donc va falloir commencer à gérer. Et le fait est que effectivement, c'est pas du Moto 3, tu peux pas d'une course à l'autre, c'est difficile de se dire que tu vas finir entre la 2 et 10e place, quoi. Il va pas y avoir des masses de pilotes entre les deux. Voilà, à voir. Puis surtout, t'as Loves qui est dans le coup, hein, donc. Oui. Donc il peut t'emmener au bac assez facilement aussi. C'est anglais flamboyant. Voilà, on est d'accord que l'électronique de la Moto 2 fonctionne parfaitement. Ouais, il a eu. Ouais. J'adore le pilote. Hein. Honnêtement, j'adore le pilote, mais quand tu regardes les ralentis qui sont faits, c'est un miracle. Ce qui se passe, c'est il y a un moment sur 4 virages d'écart, il prend 3 amorces de gros high side, quoi. Ça devient dur quand même. Ça devient dur. Ah, mais c'est ce que j'avais noté. Hein. Je pense qu'il est parti avec 18 trèfles à 4 feuilles et puis 3-4 pattes de lapin sous la selle, hein, parce que là, plusieurs fois, il frôle la correctionnelle et il s'en colle pas une. C'est miraculeux, j'irai pas jusque-là, mais il a énormément de chance. Ou alors, il a très très bien travaillé ses rattrapages. Une belle victoire, mais voilà, il en manque encore pas mal hein, pour viser un titre. C'est en fait, je pensais, tu vois, j'y pensais aussi cette année, hein, je l'avais dit en début de saison que je pensais qu'il pourrait jouer le titre, et en fait il manque encore de constance, quoi. C'est dommage maintenant, mais bon, que veux-tu, on peut pas, voilà, on le changera pas. Bon, ça pilote à l'anglaise, on voit que voilà, les gars roulent 3/4 de l'année sous la pluie. Ça, c'est le gros cliché. Mais voilà, il gère. Au moins, moi, ce que j'apprécie, c'est le côté mental du gars. Hein. Le gars, ouais. la moto manque de l'éjecter, c'est pas grave. Hein. C'est bon, je suis dessus, bon, gaz, et puis on voit ce que ça donne après. Quoi. Voilà. Et à l'opposé, la super course de son coéquipier, Augusto Fernandez, qui prend un long lap et qui va quand même arracher le doublé pour l'équipe en fin de course. C'est vraiment bien payé, c'est magnifique. Superbe course. Ouais, il fait une très très belle course. Hein. C'est un pilote très très prometteur hein, quand même, ce petit gars. L'année prochaine, il est chez Ayo, je crois. Bon, quand on sait que Aki Ayo en général recrute de la graine de champion, quand ils ont signé Garner, j'avais pas trop compris. Ouais. Bon, force est de constater que petite blague que Aki Ayo est meilleur recruteur que moi. Voilà, hein, c'est donc ouais, je pense que si chez Aki Ayo l'année prochaine, potentiel champion. Ouais. Potentiel champion, ça peut, il a la capacité à donner de la régularité à des pilotes. Donc, je pense que c'est ce qui manque à ce pilote. Ça restera le même châssis, même moulin, avec une équipe qui a déjà des données et des ingénieurs qui travaillent bien sur chaque piste. Pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas ? On passe au MotoGP ?
Allez, Allez, le gros morceau. on va se faire plaisir, c'est on va parti. faire 2 heures Totalement. sur Fabio Quartararo. Alors, on va faire un résumé rapide de la course. Donc, justement, en Q1, on retrouve les 2 prétendants au titre, donc Bagnaia et Quartararo. Et l'Italien va réussir à s'en sortir avec le Quana. Quartararo, 5e temps, donc partira 15e sur la grille. En première ligne, donc on retrouve 3 Ducati avec Bagnaia, Miller et Marini. Paul Espargaro, 4e. Miguel Oliveira, 5e. Et Morbidelli sur Yamaha, 6e. On va passer à la course. Donc Bagnaia, Miller, Oliveira et Marc Marquez animent l'entame de course. Derrière, Quartararo doit grappiller petit à petit des positions pour essayer de limiter la casse, dans le sens où Pecco donc s'installe assez, je dirais pas facilement, mais confortablement en tête. Mir prend un double long lap parce qu'il a volé un petit peu le départ, si je me trompe pas. Il n'aura pas le temps de les faire, puisqu'il va chuter et emmener Petrucci. Donc voilà, fin de saison un petit peu compliqué pour Petrucci. Donc Miller va aussi, lui, assez vite lâcher la rampe et il va chuter après 3 tours de course, permettant à Marquez de remonter sur Pecco, pendant que Quartararo arrive dans le top 10 et tient le rythme donc, qu'il avait annoncé, c'est-à-dire un top 5, puisque les essais et les qualifs se sont déroulés dans des conditions mouillées, mixtes, enfin des conditions qu'il n'aime pas trop. Et en fait, c'est ce qu'il avait annoncé, jouer un top 5 si la course était sèche. Le Quana va aussi chuter, Nakagami également, mais le japonais va pouvoir repartir, et Alex Marquez abandonne. On va avoir Paul Espargaro et Oliveira qui sont solides 3e et 4e. On voit un peu Marini avec sa belle livrée Grazie-Vallée. On a Martin qui va chuter à son tour. À mi-course, Quartararo est 9e dans le groupe, qui va jouer la 5. Donc ça peut être un bon plan pour marquer des points importants. Alors Bagnaia s'emploie et bat le record du tour donc pour décrocher le pilote espagnol donc qui est toujours à côté. Ça pousse fort, mais ça s'accroche. Tour 19, donc le Français passe Alex Espargaro donc pour la 5e place. Devant, Bagnaia réussit péniblement à prendre un petit avantage de 7-8 dixièmes sur Marc Marquez, et il va chuter au 23e tour. Donc la chute qui est synonyme de titre pour Quartararo, donc qui est pas noté Pecco out. Oliveira va abandonner, va chuter, on va pas le voir puisque évidemment tout le monde était, les caméras étaient plus braquées sur le Français. Bastianini va faire un énorme retour et passer le Français pour la 3e place. Donc au final, Marc Marquez s'impose devant son coéquipier Paul Espargaro. Bastianini fait 3e et Fabio Quartararo 4e. Au général, on a donc le Français qui est titré avec 267 points devant Bagnaia avec 202 points et Mir 3e avec 175 points. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? Et je crois savoir ce que tu vas dire. Moi, de toute façon, à la fin, je me suis fait spoiler l'arrivée. En fait, j'ai vu la petite photo de Fabio champion avant de voir la course. Mais jusqu'à la fin de la course, je ne comprenais pas en fait comment c'était possible. Ce qui est bien qu'à la fin, j'avais beau le savoir, je me disais c'est pas possible. Et quand je vois ce qui se passe devant, la chute de Pecco, les derniers tours de Bastianini, le Fabio qui passe la ligne, etc. Moi j'avais les larmes. Je suis vraiment très très content et je m'estime chanceux d'avoir pu voir ce moment-là. En fait, c'est un moment, c'est jamais arrivé. On a un champion français en catégorie Rennes. Je pensais jamais le voir. Honnêtement, en étant très très honnête, je me suis dit il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Il va forcément y avoir quelque chose. On est maudit, machin. Et non, il est champion quoi. C'était, j'ai rien décroché. La cérémonie de fin de course, etc. c'est une pure course. Et ce que j'ai adoré, vraiment, c'est ce que je te disais hors antenne, c'est que il y en avait pour tout le monde, excepté, on va y revenir, mais excepté pour les hommes en rouge, mais il y en avait pour tout le monde. On a eu une course où tout le monde, à la fin, est heureux, tout le monde récupère ce qu'il veut. Et Fabio, mais quelle course! Une course à la Fabio, voilà, ça c'est maîtrisé. Même quand il part de loin, c'est maîtrisé. C'est taille champion, ça y est, il l'est, et ça résume une saison de, voilà, il a travaillé, ça se voit, et c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est une course. Moi, je l'ai revue le soir, donc justement pour préparer les notes. Et
c'est comment dire, c'est toujours un petit peu dommage d'être titré sur la chute de ton concurrent direct au titre, mais ça fait partie de la course. Et la chute de Bagnaia, elle est représentative de la physionomie de cette course aussi, hein. C'est-à-dire qu'il est énormément pressurisé par Marquez. Et de toute façon, il y a une obligation de résultat pour lui, donc il est obligé de la gagner. Et voilà, c'est une position qui est difficile à tenir. Et il fait la petite erreur où il rentre un petit peu trop fort dans ce virage-là et il chute. C'est la course, hein, tu peux pas lui reprocher, tu peux rien reprocher à personne. C'est ça qui est bien aussi, c'est que tout le monde a joué sa carte. Quartararo, il devait faire une remontée, il était parti pour un top 5 et il y arrive. Bagnaia, il devait faire la course, c'est-à-dire être devant, imposer un rythme de dingue pour éviter d'emmener trop de monde avec lui. Il y en a qu'un qui a réussi à le suivre, c'est Marquez. Tous les deux, ils font une course assez fantastique dans le sens où ils creusent très très vite un très gros écart et je crois qu'il y a 8 secondes à l'arrivée entre lui et Paul Espargaro, ce qui est énorme dans cette catégorie. Et la chute, c'est dommage et forcément ça brise le cœur à tous les fans des Ducati, Pierre le premier. Mais c'est comme ça. Après, ce qui est dommage, c'est de voir que Miller tient pas 3 tours. Que moi, je trouve ça me déçoit. C'est un grand mot, mais je trouve que c'est dommage parce qu'il avait un rôle à jouer dans cette course. Et il ne l'a pas joué pleinement. Bagnaia, il a été présent et manque de bol, ça passe pas, ça peut pas passer à tous les coups. Et moi, je retiens surtout la fantastique course de Marquez et aussi celle d'Espargaro. Parce que c'était pas facile. Ouais. C'est ça, on a la même vision de la course encore une fois, c'est entièrement d'accord avec toi. Ce qui se passe pour Bagnaia, mine de rien, ça fait partie aussi du travail de la saison de Fabio qui l'amène dans cette position. Même s'il part devant, il y a Iti qui revient de sa blessure et qui a, alors c'est dit avec beaucoup d'affection. C'est l'extraterrestre 93 qui arrive et qui veut, qui est mort de faim, ça y est, il revient en condition, donc il veut aussi gagner. Donc, mais ça pourrait être Marquez, comme ça aurait pu être un autre pilote. On aurait pu mentionner un Oliveira qui malheureusement chute. Ça aurait pu être un Zarco s'il avait été un tout petit peu mieux placé peut-être au départ. Voilà, tu subis forcément la loi d'un autre pilote qui va vouloir prendre ton beefsteak devant, prendre ta place. Pecco, il fait la course qu'il doit faire, comme tu dis. Il est dans la position où il doit gagner, donc il est obligé de prendre des risques. Ça, c'est comme ça. Il est mis dans cette position par Fabio. Et le côté Miller, je pense qu'on voit là la relative, alors attention aux mots que j'emploie, mais j'arrive pas à trouver de synonyme, la relative faiblesse du line-up Ducati officiel cette année, dans le sens où on a un Pecco qui arrive, sur lequel sont données de très grosses attentes. Voilà, il a eu sa session de mise en place, ça y est, maintenant il faut qu'il confirme, et un Miller qui est là, sur lequel on attend obtenir une régularité, et malheureusement, je pense que cette année, celui qui tient pas ses objectifs, ou en tout cas les attentes de son employeur, c'est Miller, même si j'adore le pilote. On l'attendait plus régulier, plus en position d'aller soit chercher si ce n'est jouer le titre, en tout cas beaucoup plus de régularité. Là, il tient pas ses objectifs et malheureusement il peut pas aider son équipier. Voilà, c'est Fabio Louis s'est battu tout seul toute l'année. Il y arrive et voilà. Maintenant, c'est vrai que sur le final, comme tu dis, c'est une chute de Pecco. On peut pas forcément s'en réjouir. On aurait préféré, c'est sûr, une bagarre en piste, plusieurs dépassements et une victoire à la Jacques Nakano en 250 il y a quelques années. Mais on a aussi une autre physionomie de la course où Fabio le met dans cette position et malheureusement, la pression fait que il chute et puis on a notre champion. Ouais. On va en parler un petit peu de Quartararo. Il fait une course. Enfin, il passe un week-end quand même très compliqué le vendredi et le samedi puisque les conditions lui sont pas spécialement favorables. Mais justement, sa course, qu'est-ce que tu en as pensé ? Comme d'habitude, un départ ultra prudent. Quand je vois son départ où il perd des places, je me dis bon,
soit, mais c'est pas la première fois, il nous habitue à ça, et une fois qu'il est en rythme, des dépassements incisifs, un rythme de course qui est si ce n'est stratosphérique, bien plus élevé que les autres, et surtout quand il doit dépasser, il dépasse. Et ça, c'est quelque chose qui a changé, et on sent le gars qui panique plus, on sent qu'il a travaillé. Voilà, je suis mal placé. Il y a quelques années, il aurait perdu ses moyens et finissait hors point. Là maintenant, ça y est, il sait que c'est pas grave. Je suis loin, il y a 20 et quelques tours, 23, 24, 25. Je vais y arriver, je vais dépasser. Et non, belle course, il dépasse quand il doit. Il va chercher la place la meilleure qu'il puisse avoir. Il avait annoncé top 5. Au final, il aurait pu finir top 5 hors chute. Bon ben voilà, une course de champion, une course pleine de maturité. Voilà, c'est le mot que j'avais en tête, c'est ça, c'est un champion plein de maturité. Ouais, c'est un petit peu ce qui montre sur cette course-là et sur les précédentes, sur les 3-4 courses précédentes, où justement, il a déjà gagné 5 courses cette saison. Donc on va dire le gros du travail, le gros des points est là. Et je dirais pas qu'il faut gérer parce que c'est jamais simple, mais il faut marquer des gros points. Et là, sur ce qui fait cette course-là, il prouve, comme tu l'as dit, toute sa maturité. Et c'est ça qui est super intéressant dans sa saison, où, mine de rien, il fait un début de saison canon. Après, il a une deuxième partie de saison où il doit enclencher un mode de gestion, puisqu'il y a le retour de Marquez au premier plan, Bagnaia qui est pressant, et il faut gérer. Et il le fait de manière magistrale, quoi. Et moi, j'aime bien ce qu'il a apporté tout au long de la saison, hein. Comme on l'a dit, c'est de la performance et de la régularité, et c'est ce qu'il faut pour être titré. Et que ce soit historique, qu'on ait pu vivre ça, c'est cool, parce que c'est un super champion. Il y a 3 ans, quand il est arrivé en MotoGP, même lui, il l'avait dit en croisant Pierre, il venait vraiment pour donner le meilleur, et sans grande attente entre guillemets, puisqu'il n'avait pas une spec Yamaha A. Mais le voir là, première année en officiel et titré, c'est énorme, hein, parce qu'il faut quand même remettre en perspective aussi l'année Yamaha, où il arrive dans une équipe avec Viñales qui est là depuis plusieurs années, qui a souvent critiqué la moto, et la moto il l'emmène au titre, hein. Donc c'est pas rien, et je trouve que c'est vraiment vraiment chouette de le voir faire ça, quoi. Comme tu dis, la partie moto aussi a son importance. Voilà, il a fait taire beaucoup de critiques. Moi, je me souviens il y a quelques années, quand il est en Moto 3 et qu'il passe en Moto 2, tout le monde dit ça va être fini, parce que il passe chez Ponce de mémoire. Ouais, la saison se passe mal. Pourtant, il a un très bon team. La saison se passe mal. Il se fait descendre par la presse spécialisée. Trop jeune, trop impétueux, pas assez régulier, etc. Limite, c'est devenu le pilote qui est même pas au niveau du championnat du quartier. Et puis il débarque chez les châssis Bosco-Scuro, mais chez Speed Up, voilà. Il fait des piges, une pige chez Speed Up, il gagne des courses. Il est bombardé chez Yamaha, et il prouve tout le bien fondé de gens qui l'ont fait venir à moins de 16 ans pour qu'il puisse intégrer le championnat du monde. Et un mental. Quand il dit l'an dernier, je vais travailler sur mon mental parce que je sais que c'est ce qui pêche, et qu'on voit le pilote qui est devenu cette année, mais il y a un gap mais énorme qui est passé. Et quand on le voit en piste, on a d'ailleurs vu la personne dont je vais parler en fin de course, mais moi quand je le vois en piste, il me fait penser, alors c'est un compliment niveau pilotage, heureusement il n'a pas le même comportement, mais il me fait penser à Lorenzo. Il est mais d'une propreté, voilà, c'est propre. Alors comme Lorenzo, il aime pas la pluie, mais c'est quoi, s'il peut piloter comme ça toutes les saisons, c'est une merveille à regarder. C'est un super champion, et on sent qu'il est heureux. On voit tout le poids des sacrifices qui ont été faits, qui explosent en fin de saison. Il a 2 visages, en fait, ce garçon.
Il met son casque, il est en course, il a sa version pilote de course où il est intraitable en piste. Et quand il termine, c'est le gamin d'une vingtaine d'années qui a des émotions, qui montre qu'il est content d'être là, qui sait ce qu'il vit. Et voilà, oui, effectivement, on a un beau champion MotoGP. Maintenant, c'est fait, c'est acté, ce sera le premier chez nous. Il n'y a plus qu'à attendre les prochaines saisons et d'espérer le revoir coiffer d'autres couronnes. Il y a énormément d'attentes qui se sont construites au fil de la saison autour de Quartararo. C'était nécessaire, de mon point de vue, d'enfoncer le clou au plus tôt au plus tôt. Là, après 2 courses, il reste 2 courses, donc c'est au bon moment. Enfin, il y a pas de mauvais moment pour être sacré, quoi. Mais il a, même s'il y a eu des petits écarts, notamment avec son syndrome d'éloge et l'épisode de la combi. Ça, c'est 2 courses qui sont un petit peu à mettre de côté, mais il n'y a eu aucun écart de sa part sur la performance, et c'est impressionnant de voir tout ce qu'il a réussi à accomplir depuis qu'il est en mondial, hein, que ce soit Moto 3, Moto 2, c'était pas facile, et de toute façon, il n'y a rien de facile, c'est pas plus facile pour les autres. C'est surtout le fait qu'il ait réussi à prendre les rênes du team officiel aussi facilement face à Viñales qui me laisse sans voix, quoi, parce que c'est, mine de rien, c'est pas facile d'arriver dans un team et de devoir tout de suite arriver dans ces dispositions, quoi. Il a éteint son premier concurrent. Le concurrent direct, c'est ton coéquipier. Il a fait dans une moindre mesure ce qu'avait fait dans une moindre mesure Lorenzo par rapport à Rossi quand il était arrivé chez Yam, ou ce qu'a pu faire un Marquez avec un Pedrosa par exemple, où son coéquipier n'existait plus en fait. On s'attendait à ce qu'ils doivent apprendre, et en fait pas du tout. Il a surpassé largement son équipier, à tel point que même si son équipier, on va y revenir après, mais même si son ancien coéquipier fait une excellente course, mais il a lâché en fait. Et la moto qui va pas, oui, désolé mon garçon, mais la moto va peut-être pas, mais il y en a un qui vient de la mettre sur la première marche du championnat, donc finalement c'est peut-être que c'était pas la moto en fait, c'était peut-être pas la moto le problème, quoi. Voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur la mentalité aussi de Fabio, sur la manière dont il a appréhendé les choses, énormément de fraîcheur, beaucoup de travail. Je pense que on ne se rend pas compte à quel point il a dû travailler sur le mental. Parce que l'année dernière, mine de rien, il fait un départ canon aussi. Mais la fin de saison est beaucoup plus compliquée, et là cette année la saison elle est pleine, ça l'emmène au titre, et là il va avoir 2 courses pour savourer, quoi. Totalement, je pense qu'il va pouvoir faire grassement la fête. On a pu le voir un peu sur ses réseaux il l'a un peu fêté, mais je pense qu'au fur et à mesure où le temps va passer, il va pouvoir mesurer la portée de son accomplissement. Mais oui, énorme travailleur, il y a rien à dire là-dessus. Il a montré qu'avec beaucoup de travail et d'abnégation, c'est possible. Et je pense que le fait que maintenant, on sache pour beaucoup aussi que un Français peut être champion du monde en catégorie reine, et ça peut déclencher des choses aussi. Je pense que c'est un déclic qui peut amener à beaucoup de choses, dans le sens où avant c'était abstrait, oui, mais ça n'a jamais été fait. Maintenant, ça y est, c'est fait. Il y en a eu un. Alors espérons que d'autres pilotes emboîtent le pas, et que les prochaines années, voire décennies, nous amènent aussi d'autres belles surprises. Après, la médiatisation, ça va de pair avec les résultats. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir quand même Canal, qui est arrivé depuis quelques années maintenant, ça apporte un regard un petit peu différent à la catégorie. Le fait que Quartararo soit titré, la une de l'équipe, on en parle dans quasiment tous les quotidiens nationaux. Forcément, ça va aller dans le sens d'une médiatisation du sport, enfin du sport qu'on aime tous, et ça va avec. Après, moi, ce qui me plaît aussi sur ce week-end, c'est parce que là, on a beaucoup parlé de Quartararo, c'est tout à fait normal, puisque
c'est un titre qui est, on en reparlera, je pense, beaucoup dans le débrief, mais c'est un titre qui est très important pour lui et pour tout le sport français. Mais c'est de voir aussi que Zarco fait une belle course. Parce que jusque-là, depuis l'été, c'était difficile. Et moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Il a toujours été un petit peu dans l'ombre. Et là, moi, ça m'a fait plaisir de le revoir à la bagarre, un petit peu plus devant. Et ça fait plaisir de le voir parce que justement, ça a été un petit peu le premier étage de la fusée de la médiatisation du sport, du MotoGP en France. Et c'est bien qu'on le revoie parce que tout le début de saison, ils ont été tous les deux en tête du championnat pendant de nombreux mois. Et Zarco a décroché avec l'été. Mais on attendait tous. Moi, j'attendais particulièrement de le revoir aux avant-postes. Ça a traîné, mais il y est arrivé et c'est bien. Moi, je trouve que ça fait plaisir de le revoir là. Il était temps parce que les dernières courses reflètent absolument pas le niveau du bonhomme. Même si moi je suis moins fan de l'attitude dans le sens où quand ça va pas, tu le sais tout de suite avec lui. Ouais. Mais là, voilà, il est 5, il fait une course, mais alors solide. Il est toujours en tête puis alors largement du championnat des pilotes indépendants. Il nous a animé, comme tu l'as dit, tout le début de saison, et là, il est enfin de retour. Enfin, ça faisait tellement de courses qu'on disait mais quel dommage parce qu'il est pas au niveau où il est habituellement. Donc voilà, il va lui rester 2 courses pour s'illustrer. Quand on voit les fins de course de Mir et de Miller, moi je continue de penser que le podium au championnat, alors j'ai pas les points en tête, mais le podium au championnat est peut-être encore jouable. S'il finit fort son championnat et que les deux autres continuent leur prouesse technique, on peut peut-être encore espérer. Et puis la petite image à la fin où on le voit avec le champion, le petit message sur les réseaux, voilà, c'est un juste retour des choses. Pour la 3e place au général, ça va être chaud hein, quand même, parce qu'il y a 23 points à reprendre à Mir, donc ça fait beaucoup. Miller est derrière. Après, il y a Marquez qui revient fort aussi, donc ça va se jouer là, quoi. Après, je dirais pas que c'est un autre championnat qui commence, mais il y a 2 courses où maintenant la décision du titre est actée, donc ça va être peut-être un petit peu plus libéré, ça on le verra, mais de toute façon, moi j'espère que ouais, Zarco il va continuer à être devant, quoi. Ouais, moi, je l'aime bien. Rien ne nous empêche d'espérer pour 2023. Parce que bon, là, moi, ça me permet de rebondir aussi sur le point que j'avais noté, la débâcle des hommes en rouge. Là, clairement, les pauvres, quoi. Ils font 1 et 2 en qualif. Ils partent très bien tous les deux. Bon, Pecco a sa pression, d'accord. Mais donc le problème est écarté, mais Jack Miller, je comprends pas, quoi. C'est bon sang, reste sur tes roues, je sais pas, alors c'est pas facile évidemment, enfin, vu de ma chaise c'est beaucoup plus simple, on est d'accord, mais bon sang, quoi. Mais c'est tellement dommage. Voilà, c'est les seuls sur l'ensemble de cette course-là, tout le monde est content, sauf Ducati officiel, parce que t'as 0, quoi. 0 point. On revient au point de départ où ils doivent faire le jeu, c'est-à-dire que Bagnaia doit être devant, Miller doit suivre, et tu vois très très vite que Miller, il avait entre guillemets, il avait pas le rythme pour se permettre de suivre Pecco et Marquez, et ça craque très vite, quoi. Enfin, c'est dommage. Mais bon. Par contre, celui qui explose tout, à l'opposé de Jack Miller, c'est Bastianini. Alors lui, il est arrivé. On n'en a pas parlé quasiment parce que il arrive chez Avintia, il parle à personne. Alors Luca Marini a fait une superbe course sur celle-ci, mais alors là, Bastianini, alors je pense qu'il profite un petit peu aussi du fait que quand on panote à Fabio Pecco out,
ça doit faire les montagnes russes dans la tête, mais il a une moto qui est vieille d'il y a plus de 2 ans. Et il tient la dragée haute, il a un pilotage ultra propre, le dépassement, il faut le faire, il est magnifique. Il va taper un podium qui était pas donné d'entrée, il termine première Ducati. Magnifique. Et c'est pas c'est pas une pige comme ça. Ça fait une paire de courses qui monte en puissance, ce garçon. Avec du bon matériel, ça peut promettre aussi. Donc Ducati a un sacré réservoir de pilotes aussi là. Ouais, c'est oui. Bastianini, pour moi, c'est l'homme de la deuxième partie de saison. Enfin, la révélation, on va dire. Moi, je l'attendais pas et déjà, il avait fait un début de saison entre guillemets prometteur, mais là, c'est plus que prometteur. Il confirme énormément de bons points. Des espoirs il confirme les espoirs qu'on avait placés en lui, quoi. Et c'est toujours intéressant de voir des pilotes qu'entre guillemets on attend un petit peu moins que les autres et qui confirment. Des gens comme lui, des gens comme Zarco, quand il quitte KTM où on sent que ça va être compliqué, mais il est là. Et là, Bastianini, pareil, il est là. Marini, c'est un petit peu plus timoré, voire nettement plus. Mais ouais, enfin Bastianini, c'est plaisant, quoi. C'est plaisant. Oh, totalement, totalement. Bon, après, on a vu qu'on avait j'avais noté des fortunes diverses, que ce soit pour Vallée. Je suis obligé de parler de Vallée, je suis désolé. Mais des fortunes diverses, donc pour Vallée qui finit quand même un top 10 alors qu'il part, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il part dernier, voilà, donc il finit quand même top 10. Binder qui arrive à remonter 11e alors que qui part très très loin aussi. Bon, Mir lui chute. Morbidelli avec la deuxième officielle, il fait 14. Bon, voilà, on a voilà, c'est vraiment une course où on a eu il y a quand même des motifs à être content. J'ai Valentino qui fait 10. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais quand même content. Et c'est le dernier chez lui. Voilà, après Binder qui a bien remonté, toujours un rythme de course efficace quand même. Donc, il manque un petit truc à Binder, mais ça. J'attends la saison prochaine aussi pour lui. Je pense que ce sera un de mes espoirs de la saison. Mir, bon, après les récentes déclarations, j'avoue qu'il a perdu un peu de crédit à mes yeux. Ah mais, ouais mais Qu'est-ce voilà, qu'il a donc dit en fait, j'ai beaucoup de problèmes avec les gens qui cherchent des excuses quand le niveau n'est pas là. C'est pas grave en fait de pas être au niveau, mais va pas chercher à il m'a touché, je suis tombé, ceci, non, pas de polémique, c'est pas grave. Tu peux pas te battre cette saison, c'est pas dramatique. Mais là, voilà, là encore une chute en plus. Bon, après le geste est beau avec Petrucci. C'est vrai que les deux se touchent. C'est beau quand même. On voit qu'il n'y a pas de polémique, donc ça c'est une bonne chose. Mais j'espère que Suzuki va redresser la barre pour l'an prochain et puis qu'il sera de retour en forme avec moins de déclarations à la Lorenzo et plus de perf en piste, tout simplement. Mais bon, tu peux embrayer sur le double Repsol. Inespéré. Ouais, ce n'est pas un secret que je n'aime pas Paul Espargaro. Ça, par contre, c'est pas un secret. Mais alors, par contre, il tient une 3e place. Magnifique. Superbe. Pilotage propre. Rien à dire. Et Marquez. Enfin, sur un circuit qui tourne pas sur son mauvais bras. Voilà. Course solide. Il met la pression au leader. C'est le seul à le suivre. Du Marquez dans le texte. C'est beau. Il y a de l'émotion à la fin. Voilà. Ça y est. Est-ce qu'on va retrouver le Marquez qu'on avait avant sa blessure ? C'est tout le mal que moi en tout cas je lui souhaite pour qu'on ait une belle bagarre avec Fabio en piste. Mais très content pour eux, il était temps. Donc voilà, on a les deux Honda devant. On rechoppe un petit peu de concurrence pour tout le monde. Ça fait une YAM officielle, des Ducati officielles, des Honda officielles. Bon il y a plus qu'à. Ouais, il y a plus qu'à. Ouais. Ouais, moi je l'attendais pas trop, hein, Paul Espargaro, parce que c'est très inconstant. Là, de le voir. Après, il termine loin de son coéquipier, 8 secondes, mais c'est quand même une très très belle 2e place, parce que mine de rien,
Le duo Bagnaia-Marquez, ils ont imposé un rythme assez démoniaque à la course, hein, donc c'était assez fort. Et ouais, bah c'est plaisant de voir que tout le monde retrouve un petit peu son niveau en fin de saison. Ça va être chouette pour la saison prochaine, hein, c'est ce qu'on espère un petit peu tous. Et puis comme tu dis, hein, le rythme devant, hormis l'erreur entre guillemets, puisque Bagnaia chute, mais hormis l'erreur, les deux extraterrestres devant là, les temps autour et les passages, il n'y a pas un moment jusqu'à la chute, il n'y a pas une virgule, il n'y a rien. C'est au cordeau et ça suit et c'était magnifique à voir. C'était vraiment magnifique à voir. Non, super course, hein. Et puis dans la même veine, la course des deux Aprilia. Ouais. Vignales qui parle, si je te dis pas de bêtises, il est dernière ligne ou avant-dernière ligne. Il remonte jusqu'à son coéquipier en 8e position. Enfin, lui en 8e et Espargaro en 7e. Aprilia confirme, ça blague plus, hein, ça y est. Hein, voilà, on a des motos solides, des pilotes solides. Tout ça me fait dire que si ça bosse bien cet hiver, on va avoir une sacrée saison encore l'année prochaine. Profite de cette fin de saison là. Portimao arrive. Portimao arrive. Alors là, on est là, c'est peut-être le plus beau circuit de l'année parce qu'on va pas Phillip Island, mais peut-être le plus beau circuit de l'année. Là, ça va être quelque chose. Ouais. Je voulais replacer un petit mot sur Marquez au général, hein, puisqu'il se replace quand même 6e à 10 points de Zarco et à 7 points de Miller. Donc pour quelqu'un qui revient de blessure comme lui, c'est une performance quand même très très importante, enfin très très intéressante. Et c'est, je dirais pas le négatif, quoi, mais quand on voit ce qui se passe côté LCR, où ça galère, c'est très 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 compliqué. Moi, je trouve que voir Marquez revenir comme ça, j'y croyais pas. Et bah, il est pourtant très très compétitif, hein, parce que c'est revenir à se classer à ce niveau-là au général, c'est assez intéressant, quoi. Moi, j'aurais même dit inespéré, mais magnifique. Après, j'espère, pourvu qu'Honda ne fasse pas la même erreur et ne rebasse pas du coup tout son développement sur les performances de Marquez, parce que là, ça a quand même été criant entre la saison dernière et le début de cette saison-là que leur moto ne fonctionne que pour, c'est mon point de vue, hein, mais que leur moto pour moi ne fonctionne que pour un seul pilote. C'est Marquez. Donc là, j'espère qu'ils vont comprendre et qu'ils vont développer pour tout le monde et que ils vont faire une Honda pour que d'autres pilotes puissent se montrer aux avant-postes, quoi. Parce que si c'est comme un pilote qui a tendance à chuter, il prend des risques, hein, donc il teste par la chute, mais s'il se reblesse, on se retrouve dans la même situation pour Honda. J'espère qu'ils auront tiré les leçons de cet épisode. Mais Marquez de retour, c'est incroyable. C'est une merveille à avoir piloté, hein. Et pourtant, je suis fan de Rossi. L'un n'empêche pas l'autre. Totalement. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette course. On va glisser un petit mot quand même du World Superbike, hein, puisqu'il y avait une étape en Argentine qui s'est courue le week-end dernier. Donc en 1000, Razgatlioglu gagne la course 1 et la course Superpole et fait 3 dans la course 2. Rea fait 2 dans les deux courses et 3 en Superpole. Au général, le Turc a 30 points d'avance sur Rea avec 531 points contre 501 pour le Nord-Irlandais. Donc, étant donné que ça distribue beaucoup de points par week-end et qu'il reste un week-end, c'est encore jouable. En 600, on a Cluzel qui a fait un week-end parfait, donc qui a tout plié. Pole, 2 victoires et meilleur tour en course. Bref, il a ramené tout ce qu'il y avait à ramener de l'Argentine. Egerter est titré devant Odendal et Gonzalez. Cluzel est 4e. Donc, il reste une étape en Indonésie, le week-end du 21 novembre. Et par contre, le championnat 300 est terminé et c'est Huertas qui est titré devant Boussamos et Dissora est 4e. On a fait le tour des actualités de cette semaine. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ?
Non, je dis vivement Portimao dès le week-end qui suivra, parce que là ça va être, j'adore ce circuit, donc ça va être, voilà, le titre est donné en MotoGP, donc je pense qu'on va avoir du monde qui va se désinhiber un petit peu, et puis il reste quand même Moto 3 où c'est serré et Moto 2 aussi, donc ça va nous faire de belles courses sur un super circuit, il y a rien à dire. Et pour le coup, je regarderai effectivement le dernier week-end du Superbike, parce que là je me rappelle encore ce que j'ai donné en début de saison. J'avais dit que je n'y croyais pas du tout à Razgatlioglu chez Yam. Bon, je serai toujours pas team manager. Mais non, ça va être quelque chose aussi. Et le GMT. Ouais. S'il y a un petit mot pour le GMT, quand même. Enfin. Ouais, le GMT, enfin. putain. Enfin. Le week-end de ouf, quoi. Ils ont jeté la poupée vaudou, ouais. Ils ont été voir un marabout, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais enfin, voilà, c'est mérité, mérité pour un team qui bosse et ce pilote qui méritait. Donc voilà, c'est top. Bon, on va vous rappeler évidemment que vous pouvez nous suivre sur Twitter, à savoir que ce soir, juste avant l'enregistrement, on a essayé de faire un petit Twitter Spaces, c'est-à-dire un genre de chat audio ouvert, donc j'étais seul pour faire la modération, donc c'est perfectible, mais on s'est bien amusé, on s'est passé un petit peu la parole, il y a eu pas mal d'interventions, Ophélie, Cédric, Kevin, aussi Forum MotoGP qui est passé faire un petit coucou, donc ça fait plaisir de pouvoir papoter. Et je sais que notamment Marion et Ophélie préparent toutes les deux le dernier week-end à Valence, puisqu'elles sont chanceuses, elles vont pouvoir aller voir le dernier week-end de course là-bas et la dernière course de Rossi. Donc j'espère qu'on refera ça sur Twitter, de manière à ce qu'on puisse discuter tous ensemble de tout ça. C'était super sympa d'essayer. Et puis on refera ça. Et n'hésitez pas non plus à venir sur le Discord. Et puis on se dit à très bientôt, dans 2 semaines, pour Portimao 2. À bientôt, Paul. À bientôt, Cyril. Bon Grand Prix. Allez, ciao. Salut Cyril, à bientôt.